Je lui en veux. Je n'aurais jamais imaginé prononcer ces mots à propos de Johnny Hallyday, mon frère de scène, mon ami depuis 60 ans, l'homme que toute la France a élevé au rang de légende intouchable. Aujourd'hui, je brise le silence, non pour accuser Johnny, mais pour raconter la vérité derrière sa disparition, la guerre de l'héritage, et la manière dont une légende commence à se déformer une fois les projecteurs éteints. Je connais Johnny Hallyday depuis l'âge où l'on ne sait pas encore ce que vaut une vie, et pourtant c'est moi qui parle aujourd'hui, alors pourquoi maintenant? Je reviens toujours à ce moment précis. Nous avions 16 ans. Le rock'n'roll venait d'arriver en France comme une secousse électrique. Tout était nouveau, tout était brut, tout était excessif. Johnny et moi, nous n'étions pas encore des noms. Nous étions deux gamins affamés, attirés par la même musique, la même révolte, la même envie de brûler les étapes. À cet âge-là, on ne calcule rien. On se reconnaît ou on s'ignore. Et nous nous sommes reconnus immédiatement. Notre lien ne s'est jamais construit sur la scène. Il est né en dehors. Dans les coulisses, dans les trajets interminables, dans les hôtels sans charme, dans les galères que personne ne voyait. Quand le rideau tombait et que les applaudissements se taisaient, il restait nous deux. Pas les projecteurs. Pas la gloire. Juste deux hommes qui partageaient la même fatigue et la même solitude. Très vite, ce n'était plus une amitié. C'était une fraternité silencieuse, sans contrat, sans promesse formulée. Avec les années, nos vies se sont entremêlées. Les familles aussi. On se voyait sans prévenir. On partageait des repas, des vacances, des moments qui n'avaient rien à voir avec la musique. Ce n'était pas le show business. C'était la vraie vie. Les enfants grandissaient sous les mêmes regards. Les compagnes entraient dans le cercle naturellement. Rien n'était calculé. Rien n'était stratégique. Dans un milieu où tout est souvent intéressé, notre lien restait étonnamment simple. Johnny avait ses excès, ses colères, ses silences. Moi aussi. Mais entre nous, il n'y avait pas besoin de jouer un rôle. Je voyais l'homme derrière l'icône. Celui que le public ne connaissait pas. Celui qui doutait parfois, qui se sentait seul malgré les foules, qui portait son personnage comme une armure. Et lui me voyait tel que j'étais, sans phare. Cette confiance-là ne se fabrique pas. Elle se vit, jour après jour, pendant des décennies. Quand les vieilles canailles sont nées, ce n'était pas un calcul marketing. C'était une évidence. Trois hommes qui avaient tout traversé, qui n'avaient plus rien à prouver, et qui montaient sur scène comme on se retrouve entre frères. Le succès a été immense. Les salles pleines. Les records. Mais ce qui comptait vraiment, ce n'étaient pas les chiffres. C'était cette sensation rare de partager quelque chose de vrai, encore, malgré le temps qui passait. Je veux que ce soit clair. Johnny n'était pas un collègue. Il n'était pas un partenaire artistique. Il était de ma famille. Et dans une famille, on ne parle pas par intérêt. On parle parce que l'on sait, parce que l'on a vu, parce que l'on a été là quand personne ne regardait. J'ai été témoin de ses forces comme de ses failles, de ses grandeurs comme de ses dérives. Et lui a été témoin des miennes. Si je parle aujourd'hui, ce n'est pas parce que le temps est passé. C'est parce que le silence est devenu trop lourd. On ne peut pas raconter Johnny sans comprendre d'où venait notre lien. Sans mesurer ce que 60 années partagées veulent dire. Sans accepter que certaines vérités ne peuvent être dites que par ceux qui ont tenu la main, longtemps, avant la chute. Et maintenant que vous connaissez la nature exacte de ce lien, la suite de cette histoire risque de ne pas vous laisser indifférent, car ce que j'ai vu à la fin n'a jamais été raconté de cette façon. Avant d'aller plus loin, si vous souhaitez soutenir ce travail et ne rien manquer de la suite, je vous invite à vous abonner, car ce que je vais raconter maintenant n'a jamais été dit ainsi. Je l'ai vu décliner avant que le monde accepte de le voir, et cette vérité dérange parce qu'elle révèle ce que personne ne voulait regarder en face. Johnny était malade. Gravement. Le mot circulait à voix basse, comme un secret honteux. À l'hôpital, les couloirs sentaient le désinfectant et le silence pesait plus lourd que les machines. Je venais le voir. Je m'asseyais près de lui. Et comme toujours, il plaisantait. Une blague. Une grimace. Une provocation. Johnny restait Johnny. Il refusait que la maladie prenne toute la place. Il refusait surtout qu'on le regarde comme un homme fragile. Mais moi, je le voyais autrement. Je connaissais ses silences. Je reconnaissais ses respirations. Je voyais cette fatigue qui ne le quittait plus, même quand il riait. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Un éclat différent. Pas de la peur. Pas de la résignation. Plutôt une lucidité qu'il ne partageait avec personne. Comme s'il savait. Comme s'il avait compris avant les autres que le temps n'était plus de son côté. Il parlait peu de la maladie. Jamais des traitements. Il changeait de sujet. Il parlait de musique. De projets. De scènes à venir.
comme si le futur était encore une évidence. Mais son corps racontait une autre histoire. Je la lisais dans ses épaules affaissées, dans sa façon de se lever plus lentement, dans ses pauses involontaires qui laissaient échapper sans s'en rendre compte. Et pourtant, le même jour, parfois quelques heures après une séance de chimiothérapie, il montait sur scène. Le jour, les perfusions. Le soir, les projecteurs. Je ne l'ai jamais vu annuler par confort. Jamais lever le pied. Il se transformait dès que la musique commençait. Comme si la scène était un médicament plus puissant que tous les autres. Le public voyait un lion. Moi, je voyais un homme qui se vidait de ses dernières forces pour rester fidèle à l'image qu'on attendait de lui. Dans les coulisses, après les concerts, il s'effondrait. Pas dramatiquement. Simplement. Il s'asseyait. Il fermait les yeux. Il respirait profondément. Il ne se plaignait pas. Jamais. Mais son silence en disait long. Je restais près de lui. Je ne disais rien non plus. Entre nous, les mots étaient inutiles. Nous savions tous les deux que ce rythme était impossible à tenir. Mais aucun de nous n'osait poser la question à voix haute. Je lui ai parlé. Plusieurs fois. Pas comme un médecin. Pas comme un donneur de leçons. Comme un frère. Je lui ai dit de ralentir. De penser à lui. À ceux qu'il laisserait derrière. Il m'écoutait. Il souriait. Et il faisait exactement l'inverse. Pour lui, s'arrêter, c'était déjà mourir. Continuer, c'était rester vivant, même si le prix à payer était immense. Le public applaudissait. Les médias parlaient de courage, de force, de légende. Moi, je regardais un homme brûler ce qui lui restait, concert après concert. Et plus les gens l'admiraient, plus je sentais que quelque chose nous échappait. Il y avait une frontière invisible que nous étions en train de franchir sans retour possible. Lors du dernier concert, je l'ai su. Pas parce qu'on me l'a dit. Pas parce qu'un médecin me l'a confirmé. Je l'ai su en le regardant quitter la scène. Dans sa manière de marcher. Dans ce regard qu'il m'a lancé. Ce regard disait adieu sans utiliser le mot. Quelques mois plus tard, Johnny disparaissait. Et avec lui, une partie de ma vie. À ce moment précis, j'ai compris que quelque chose était déjà irréversible. Dites-moi si vous aussi, en repensant à ces images, vous vous demandez si Johnny avait vraiment le choix. Et restez avec moi, car ce qui est venu après sa mort a été encore plus violent que la maladie elle-même. Je lui en veux parce que je l'aimais assez pour voir sa chute arriver, et assez impuissant pour ne jamais pouvoir l'empêcher. Quand j'ai prononcé ces mots, beaucoup ont cru à une trahison. Comment peut-on reprocher quoi que ce soit à un mort, encore plus à Johnny Hallyday? Mais cette phrase n'est pas née de la colère froide. Elle est née d'un amour ancien, profond, usé par les années et par l'impuissance. Je ne lui en veux pas d'avoir été une rockstar. Je lui en veux d'avoir cru qu'il ne pouvait jamais tomber. Johnny vivait comme s'il était au-dessus de tout. Au-dessus des règles. Au-dessus du temps. Au-dessus même de la mort. Il fumait sans compter. Il buvait comme on défie un adversaire invisible. Il enchaînait les excès avec cette certitude étrange que rien ne pourrait jamais l'atteindre. Je l'ai vu faire. Jour après jour. Année après année. Et je l'ai vu refuser d'écouter, non par arrogance, mais parce que s'arrêter aurait été reconnaître sa fragilité. Je lui parlais. Pas devant les caméras. Pas dans les interviews. Je lui parlais en privé. Comme un frère parle à un autre frère. Je lui disais de ralentir. De penser à demain. De penser à ceux qui resteraient. Il m'écoutait poliment. Il souriait. Et il repartait exactement dans la même direction. Pour lui, lever le pied, c'était renoncer à ce qu'il était. Continuer, c'était rester fidèle à sa légende, même si cette fidélité le détruisait. Moi, j'ai fait un autre choix. À un moment donné, j'ai compris que cette vie-là avait un prix. J'ai arrêté certains excès. J'ai pris soin de moi. Pas par sagesse exemplaire. Par instinct de survie. Je voulais vieillir. Je voulais encore être là. J'espérais, en silence, que Johnny ferait le même chemin. Qu'un jour, il comprendrait qu'on peut rester un artiste sans se consumer entièrement. Mais Johnny n'a jamais voulu s'arrêter. Il brûlait la chandelle par les deux bouts avec une détermination presque tragique. Chaque concert était un défi lancé à son propre corps. Chaque nuit sans repos était une victoire illusoire contre le temps. Et moi, je regardais ce combat perdu d'avance, incapable de le sauver malgré tout ce que nous avions partagé. Ma colère ne vient pas du jugement. Elle vient de la douleur. De cette sensation terrible de voir quelqu'un que l'on aime marcher vers le précipice en refusant la main tendue. Quand Johnny est parti, il n'a pas seulement laissé un vide affectif. Il a laissé un chaos. Une famille brisée. Des enfants en guerre. Une mémoire déchirée par l'argent, les procès,
les rancunes. Tout cela aurait pu être différent. Pas parfait, mais différent. Je ne lui reproche pas d'avoir vécu intensément. Je lui reproche d'être parti trop tôt. De ne pas avoir protégé ceux qui restaient. De ne pas avoir anticipé ce qui se passerait après lui. Cette colère-là est celle d'un homme qui sait que certaines catastrophes ne sont pas des fatalités, mais des conséquences. Et que l'amour, parfois, ne suffit pas à sauver quelqu'un de lui-même. Quand je dis je lui en veux, je parle aussi de moi. De mon échec à le convaincre. De mon silence à certains moments. De mon incapacité à forcer quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé. Cette phrase est un aveu. Pas une accusation. Un cri retenu trop longtemps. Johnny restera toujours Johnny. Immense. Inoubliable. Mais il restera aussi cet homme qui croyait être éternel et qui a laissé derrière lui une tempête que personne n'a su calmer. C'est là que commence la vraie douleur. Pas sur scène. Pas dans les chansons. Mais après. Quand tout s'effondre. Dites-vous honnêtement si vous auriez fait mieux à ma place, face à quelqu'un qui refuse d'entendre. Et restez avec moi, car ce qui s'est passé après sa disparition a transformé cette douleur intime en une guerre ouverte. Après sa mort, je croyais que le silence unirait la famille, mais une décision cachée a transformé l'amour en guerre et déchiré ce qu'il restait. Johnny est parti et la France entière s'est arrêtée. Des bougies, des larmes, des chansons chantées à l'unisson. Une nation en deuil, convaincue que l'hommage serait plus fort que les conflits. J'ai vu les stades se taire, les voix trembler, les regards chercher un sens à cette disparition brutale. À ce moment-là, je pensais encore que le chagrin allait rapprocher ceux qui l'aimaient. Je me trompais. Quand le testament a été rendu public, le choc a traversé la famille comme une lame froide. David et Laura, ses enfants aînés, se retrouvaient exclus. Pas un souvenir, pas une part, rien. Tout allait à Laetitia et à leur fille. J'ai relu l'information plusieurs fois, persuadé d'avoir mal compris. Je connaissais Johnny. Je connaissais ses colères, ses excès, ses contradictions. Mais je ne pouvais pas accepter cette décision. Elle heurtait quelque chose de fondamental en moi. Très vite, deux camps se sont formés. D'un côté, Laetitia, campée sur la volonté écrite, protégée par des avocats et des certitudes juridiques. De l'autre, David et Laura, blessés, déterminés, convaincus que leur père n'aurait jamais voulu les effacer ainsi. Entre les deux, il n'y avait plus de place pour la nuance. Plus de zone grise. La douleur s'est transformée en stratégie. Le deuil en procédure. La mémoire en dossier. J'ai choisi mon camp sans hésiter. Pas par calcul. Pas par vengeance. Par principe. On ne déshérite pas ses enfants. Peu importe les conflits, les distances, les silences. Ce sont ses enfants. Je l'ai dit clairement. Je l'ai répété. Je savais ce que cela impliquait. Je savais que ce choix allait coûter cher. Mais me taire aurait été une trahison de plus. Laura, je l'ai vue grandir. Je l'ai vue entrer dans ce métier avec ses doutes et son courage. David, je le connais depuis toujours. Ils n'étaient pas des inconnus surgis pour réclamer une part. Ils étaient la chair de Johnny. Les ignorer, c'était nier une partie de sa vie. Je ne pouvais pas cautionner cela, même au nom d'une paix apparente. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé définitivement entre Laetitia et moi. Il n'y a pas eu de cri. Pas de scène publique. Juste un mur qui s'est dressé. Elle a vécu ma prise de position comme une trahison. Pour elle, ceux qui n'étaient pas avec elle étaient contre elle. Je suis devenu l'ennemi. Un ancien proche transformé en obstacle. Les ponts ont brûlé sans qu'on cherche à les sauver. À partir de là, tout a changé. Les relations se sont figées. Les appels se sont arrêtés. Les regards se sont détournés. J'ai perdu des liens que je croyais solides. Des habitudes. Des présences. J'ai surtout perdu le droit d'exister dans un cercle que j'avais longtemps considéré comme une famille élargie. J'en ai été conscient dès le premier jour. Et pourtant, je n'ai jamais regretté. La guerre judiciaire a suivi son cours. Les médias se sont emparés de l'affaire. Chacun a pris parti. Les mots se sont durcis. L'argent a pris une place obscène. La mémoire de Johnny s'est retrouvée piétinée par des débats techniques, des clauses, des tribunaux. Je regardais cela avec une colère sourde. Ce n'était pas pour cela qu'il avait vécu. Ce n'était pas pour cela qu'il était monté sur scène jusqu'à l'épuisement. Ce conflit n'a pas seulement divisé une famille. Il a contaminé tout ce qu'il touchait. Les amitiés, les souvenirs, les hommages. Tout est devenu suspect. Tout a été interprété comme un geste politique. J'ai compris alors que la mort de Johnny n'avait pas mis fin à sa légende. Elle avait ouvert une bataille autour de son héritage, au sens le plus brutal du terme. En choisissant David et Laura,
j'ai accepté d'être coupé d'une partie de cette histoire. J'ai accepté de porter l'étiquette du traître. Mais je préfère être fidèle à mes principes qu'à une paix fabriquée. Johnny m'a appris la loyauté sur scène. Je l'ai appliquée hors scène, quand cela comptait vraiment. Dites-moi si, face à une telle décision, vous auriez pu rester neutre sans vous renier. Et rester avec moi, car ce conflit n'était que le début d'une fracture encore plus profonde. Avant de continuer, si vous voulez soutenir ce travail et ne rien manquer de la suite, je vous invite simplement à vous abonner, car ce qui arrive maintenant a déclenché une rupture publique irréversible. J'ai refusé d'honorer Johnny comme on vend un spectacle, et cette décision a fait de moi un ennemi aux yeux de ceux qui contrôlent sa mémoire. Quand le concert hommage a été annoncé, tout le monde s'attendait à me voir sur scène. C'était logique, presque automatique. Johnny et moi. 60 ans d'histoire. Des chansons partagées. Des tournées entières. Mon absence a choqué. On m'a demandé pourquoi. J'ai répondu sans détour. Je n'avais aucune raison d'y aller. Pour moi, c'était une connerie. Le mot a fait scandale. Mais je l'assume encore aujourd'hui. Je ne crois pas à ces hommages fabriqués. Je ne crois pas aux projecteurs braqués sur le deuil. Je ne crois pas à ces soirées où l'on chante la mémoire d'un homme pendant que tout le monde est payé. À une époque, quand on montait sur scène pour une cause, on donnait son cachet. On venait pour aider, pas pour encaisser. Aujourd'hui, on appelle hommage ce qui ressemble surtout à un business bien huilé. Des artistes rémunérés. Des producteurs gagnants. Des caméras partout. Et au centre, un nom devenu rentable. Je n'ai pas voulu être complice de ça. Pour moi, célébrer Johnny ne consistait pas à empiler les tubes devant un public en larmes. Johnny n'était pas une marque. Il était un homme. Un homme vivant, excessif, imparfait. Le transformer en produit posthume me mettait mal à l'aise. Je n'ai jamais eu besoin d'une scène géante pour me souvenir de lui. Je n'ai jamais eu besoin d'un prime time pour lui dire adieu. Puis il y a eu la statue. En bronze. Solennelle. Inaugurée avec émotion. Des discours. Des applaudissements. Là encore, on m'a demandé mon avis. Je l'ai donné. Sans fioriture. J'ai trouvé ça catastrophique. On fige un homme qui n'a jamais supporté d'être figé. On transforme un être de chair et de feu en objet décoratif. On le cloue dans une pose définitive alors qu'il a passé sa vie à bouger, à brûler, à refuser l'immobilité. Ce genre de commémoration me paraît morbide. Multiplier les statues, les plaques, les concerts, c'est empêcher le deuil naturel. C'est garder le mort sous cloche pour mieux l'exploiter. On dit que c'est pour transmettre. Moi, j'y vois surtout une façon de contrôler le récit. De décider comment Johnny doit être vu, aimé, consommé. Je refuse cette vision. Je refuse cette mise en scène permanente de la mémoire. La différence entre nous est là. Pour moi, Johnny vit dans les souvenirs. Dans les anecdotes. Dans les moments partagés loin des foules. Dans une chanson discrète écrite sans caméra. Pour d'autres, aimer Johnny signifie organiser de grands événements, ériger des symboles, maintenir sa présence à coups de cérémonies spectaculaires. Deux manières de l'aimer. Totalement opposées. Irréconciliables. Cette opposition m'a coûté cher. Elle a renforcé la rupture. Elle m'a définitivement placé dans le camp de ceux qui dérangent. Je suis devenu celui qui critique, celui qui refuse, celui qui casse l'image lisse. Mais je préfère être fidèle à l'homme que j'ai connu plutôt qu'à la légende qu'on fabrique. Je préfère un souvenir vivant à une statue froide. Une parole sincère à un hommage rentable. On m'a reproché ma dureté. Mon langage. Mon refus de faire comme les autres. Mais je n'ai jamais su aimer autrement. Aimer, pour moi, ce n'est pas applaudir. C'est dire non quand quelque chose sonne faux. Johnny aurait compris. J'en suis convaincu. Lui qui détestait l'hypocrisie. Lui qui fuyait les honneurs figés. Si cette manière de rendre hommage vous choque ou vous parle, vous comprendrez pourquoi les réactions ont été si violentes. Et restez avec moi, car ce choix assumé a laissé derrière lui des conséquences humaines encore plus douloureuses. Avec le temps, j'ai perdu plus que des amitiés. J'ai perdu le lien avec Jade et Joy. Des enfants que j'avais vus grandir, que j'aimais comme un oncle aime sans condition. Les appels se sont tus. Les messages ont cessé. Ce silence-là a été le prix de mon choix. Je l'ai accepté. Pas sans douleur. Mais sans regret. On m'a souvent demandé si cela valait la peine. Si rester fidèle à mes principes justifiait de sacrifier des relations aussi précieuses. Je n'ai jamais su répondre autrement qu'en regardant en moi. La loyauté n'est pas confortable. Elle n'offre pas de récompense immédiate. Elle exige parfois de marcher seul. Mais je préfère une solitude droite à une paix qui ment. Quand j'ai écrit un petit peu d'amour, je n'ai pas pensé au classement,
ni aux diffusions, ni aux caméras. J'ai pensé à Johnny, à ce que nous avions été, à ce que nous ne serions plus. Cette chanson n'était pas un événement. C'était un murmure. Un adieu intime. Un hommage sans décor. Sans foule. Sans mise en scène. Juste des mots et une émotion que je ne pouvais plus retenir. Pour moi, c'est cela, honorer quelqu'un. Pas ériger des statues. Pas organiser des shows. Pas aligner des discours. Johnny vit dans mon quotidien. Dans une route que je reconnais. Dans une musique qui passe à la radio. Dans une anecdote que je raconte sans m'en rendre compte. Il est là quand je conduis. Quand je ris. Quand je me tais. Il n'a jamais eu besoin d'être figé pour exister. Je n'ai jamais cherché à imposer ma vision. J'ai simplement refusé de trahir l'homme derrière la légende. Celui que j'ai connu loin des projecteurs. Celui qui doutait parfois, qui riait souvent, qui avançait toujours. Préserver son image n'a aucun sens si l'on oublie ce qu'il était vraiment. Une image se vend. Une essence se respecte. Aujourd'hui encore, certains ne me pardonnent pas. D'autres me comprennent. Beaucoup hésitent. C'est normal. La mort ne rassemble pas toujours. Elle révèle. Elle met à nu les choix. Elle oblige à prendre position. J'ai pris la mienne. Elle m'a coûté cher. Mais elle m'a permis de dormir en paix avec ma conscience. Je pense à Johnny tous les jours. Pas comme à une icône. Comme à un frère. Et cette présence silencieuse vaut tous les hommages du monde. Elle ne demande ni statut ni caméra. Elle demande seulement de rester fidèle. Fidèle à ce que nous avons vécu. Fidèle à ce que nous étions. Honorer quelqu'un, est-ce préserver son image ou rester fidèle à ce qu'il était vraiment? Si cette histoire vous touche ou vous dérange, dites-moi ce qu'elle vous apprend sur la loyauté et le courage de rester droit quand tout vacille.